tenons tout d'abord à remercier M. Dr Robert Sebag, médecin spécialiste en maladies infectieuses, un des fondateurs de l'ONG Action contre la faim, vous me reprenez si c'est faux, et président d'honneur dans l'association Tulip. D'honneur. Oui, d'honneur, oui, allez-y. D'avoir accepté notre invitation et d'avoir si gentiment accepté de répondre aux questions de nos jeunes délégués. En fait, nous avons pour projet de créer une organisation non gouvernementale à but humanitaire dans le domaine de la santé et de l'environnement. Et cette idée est venue suite à votre conférence que vous avez tenue l'année dernière au Conseil de Paris devant nos 250 élèves. Très impressionnant. Donc, on sait que l'OMS s'est fixé comme objectif d'assurer les soins maternels et infantiles les plus indispensables. Et du coup, nous avons orienté notre ONG sur l'aide médicale adressée aux enfants et aux adolescents dans les 49 pays classés comme pays à faible revenu et qui ont été répertoriés par l'ONU. Alors, les objectifs de notre ONG, pour l'instant, on n'a que deux objectifs. Un premier qui est préventif, style vaccin, campagne d'information, ou formation des personnels et des malades. Et puis curatif, si on arrive à faciliter l'accès aux médicaments au peuple en situation de guerre. Donc, nous avons 4 établissements partenaires dans notre projet, qui est un projet Erasmus+, qui a été accepté par l'Europe. Nous avons l'Espagne, la Roumanie, la Turquie. Ils sont où en Espagne À Madrid. Madrid même. C'est Luis Galindo. D'accord. Et donc, en Roumanie, c'est un collège et un lycée. D'accord. Et à Ankara, c'est un lycée professionnel. Et donc, nous avons pensé que si on arrive à chercher des experts médicaux qui acceptent, comme vous, qui acceptent de nous aider, on pourra faire de l'e-santé, des séquences e-learning. Nous avons des étudiants en médecine et en pharmacie qui sont aussi volontaires et qui peuvent nous aider à faire en sorte de faire par exemple des petites séquences sur le diabète, l'asthme, la greffe rénale, l'épilepsie et peut-être avec votre aide les maladies infectieuses. Donc voilà en gros en quoi consiste le projet. Maintenant nous avons plein de questions à vous poser et les élèves vont peut-être se présenter. On vous laisse peut-être parler après. Ah oui, ils vont se présenter, puis je vais parler. D'accord. Bien ça va. Bon. Alors allez-y, mademoiselle. Peut-être on commence. Oui, alors. Je m'appelle Moussa, Ouais. je suis en seconde, enfin pas en première S, l'année prochaine. Et vous vous destinez à quoi là? Vous commencez à réfléchir? Non, bah, d'accord. Bonjour, je m'appelle Amélie Etienne, je suis en seconde et pareil, je passe en première S. S aussi? Et plus tard, j'aimerais bien faire pédiatre. Donc médecine et pédiatrie. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Afina, je suis en 5e et plus tard j'aimerais bien faire médecin en psychiatrie. Très bien, c'est ce que j'ai fait au début moi. Je vous félicite. Pourquoi la psychiatrie là, déjà en 5e? Qu'est-ce qui vous attire? Ben, je sais pas, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien, ça fait depuis que je suis toute petite que j'ai cette passion pour la psychiatrie. Ça va dire. Déjà j'ai une psychiatrie. Ah d'accord, oui. Non mais c'est très bien, ne changez pas d'idée. C'est une bonne idée. Bonjour. Moi, je m'appelle Lynn et je suis étudiante en 5e année de pharmacie et actuellement stagiaire à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Bon, moi ça y est, vous m'avez présenté. Donc. Vous avez parlé de lien entre l'environnement et la santé. Ça me paraît extrêmement important. Pourquoi ça me paraît important? Parce que, vous savez, il y a 1 an et demi à Paris, il y a eu la COP 21, où la plupart des pays, même si M. Trump a dénoncé un petit peu ça, bon, ça je ne ferai pas de commentaires, mais vous imaginez ce que peuvent être mes commentaires là-dessus. Il y a eu quand même, la majorité des pays du monde ont dit il faut faire quelque chose pour la réduction de l'empreinte carbone,
et puis surtout que la température n'augmente pas trop parce qu'il y aura des répercussions majeures. Alors, ce que j'avais dit moi à l'époque, et j'avais même fait publier, enfin c'était pas sous ma signature que j'avais écrit l'article, c'était de dire, bon, c'est extrêmement important, mais on n'a pas parlé santé. J'avais dit, la santé c'est le parent pauvre de la COP21. Pourquoi je dis ça? Parce que si on veut, si vous voulez, que les populations du monde entier s'impliquent dans les problèmes liés au changement climatique, il faut qu'elles y voient des choses extrêmement concrètes. Si vous leur dites la fonte des glaces en Antarctique, un peu ça, 1 degré, 2 degrés, ça paraît loin. Si vous leur dites qu'il va y avoir des répercussions majeures sur la santé, qui vont vous toucher vous et qui vont toucher vos enfants, ça change tout. Parce que le changement climatique, c'est aussi, bien sûr, les États, les usines, ce que vous voulez, mais c'est aussi le comportement individuel qu'on peut avoir sur la bagnole, sur les trucs, bon, etc., etc. Et donc, j'ai dit, il faut leur dire des choses concrètes. Et la santé, c'est quelque chose de concret, parce que ça vous touche vous personnellement, ça touche vos enfants, etc., etc. Et donc là-dessus, ils peuvent s'impliquer davantage. Et j'ai dit, voilà, vous avez des répercussions qui sont majeures. Alors, j'avais donné des exemples de l'apparition de vecteurs, de moustiques dans des régions où ils n'existaient pas du fait du réchauffement climatique qui sont là, donc on peut avoir transmission. Je pourrais rentrer dans les détails après. Les maladies liées à la pollution, les maladies respiratoires, c'est énorme les maladies respiratoires. Ensuite, j'ai dit tout ce qui est lié à la pollution de l'eau, aux déchets, tout ce qui est lié, si vous voulez, au dérèglement climatique du fait que des périodes très longues de sécheresse, donc les gens vont fuir, tout le problème des migrations, je vais y revenir. Puis vous avez aussi des inondations majeures qui vont inonder, si on prend par exemple le Bangladesh, le delta du Mékong au Vietnam, ils vont être complètement inondés. Vous allez avoir une montée du niveau de la mer, donc l'eau va pénétrer à l'intérieur des terres, ça va saliniser les terres, donc si ça salinise les terres, il y a une diminution de la production agricole. S'il y a une diminution de la production agricole, il y a des problèmes nutritionnels. S'il y a des problèmes nutritionnels, et c'est un cercle vicieux. Vous avez une baisse des défenses immunitaires, et si vous avez une baisse des défenses immunitaires, vous êtes plus susceptible. Et donc, vous voyez, c'est un fil rouge. Vous avez parlé de psychiatrie, et ça, il y avait peu de gens qui l'avaient dit. Vous avez, j'espère que ça n'arrivera pas, mais on sait que avec un réchauffement de 1,5 degré à 2 degrés dans les 50 années à venir, vous allez avoir une élévation du niveau de la mer. Si vous avez une élévation du niveau de la mer, il y a certains pays, je pense aux îles du Pacifique en particulier, qui peuvent disparaître, parce qu'elles sont à fleur d'eau. Le Vanuatu, les îles Marshall, le Kiribati, enfin il y en a beaucoup. Les Maldives, alors bon, c'est pas dans le Pacifique. Bon, par exemple, les Maldives, on connaît pour les beaux hôtels, machin et tout, extraordinaire, mais la capitale des Maldives, Malé, c'est un grand cercle, à fleur d'eau, millions d'habitants. Si la mer monte de 50 cm, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'il y a des pays entiers qui peuvent disparaître, et les gens le savent. Les gens, ils sont nés dans ces pays, ils ont eu leurs enfants, et ils se disent peut-être que le pays où je suis né, ou mes parents, mes grands-parents, ou mes enfants, il va disparaître, je vais où moi? Vous imaginez l'angoisse que ça peut entraîner? Les problèmes psychologiques que ça peut entraîner? Et ça existe, ça. Ils commencent à construire des digues, c'est extrêmement angoissant. Et donc ça aussi, c'est les problèmes de santé mentale. Et donc il y a une sorte de fil rouge à tirer chaque fois qu'on regarde un petit peu sur un des migrants, le problème du changement climatique, avec tout ce que ça implique, c'est énorme. Et donc je dis, il faut informer les gens, il faut informer les enfants, il faut informer les parents sur les risques. J'espère qu'ils n'arriveront pas. Mais par exemple, on sait par exemple que le moustique de la dengue, le fameux moustique tigre, les scientifiques il l'appellent Aedes albopictus, il est dans le sud de la France. Il est dans 31 départements. Et moi j'ai eu à l'hôpital 2 cas de dengue, pas des gens qui ont voyagé. Parce que moi j'ai attrapé la dengue au Vietnam, mais bon j'étais au Vietnam. Il y a des gens qui n'ont pas bougé de France et qui ont attrapé cette maladie. Que le paludisme qui n'existait pas sur les hauts plateaux boliviens ou sur les hauts plateaux africains, parce qu'à partir de 2500 mètres d'altitude, l'anophèle, qui est le moustique qui transmet le paludisme, il ne vit plus. Le climat, quand ça a un réchauffement climatique, il vit. Et les gens sont contaminés. Et chikungunya, et Zika, je peux passer des heures là-dessus. Et donc c'est extrêmement important de voir que le changement climatique, il va entraîner des répercussions sur la santé des gens. Et si les gens sont sensibles à ça, ils vont dire, ah ouais, c'est vachement important. Donc ils vont soutenir toutes les mesures qui vont être prises, et puis eux-mêmes, ils vont faire attention. Et c'est ça un petit peu, c'est pour ça que ça me paraît extrêmement judicieux que vous ayez mis ce lien. Mais c'est grâce à vous, c'est vous qui nous avez donné la... Oui, non, mais voilà, bon, mais moi je suis rien, c'est après vous, parce que moi je suis un vieux schnock, mais après vous, dans le futur, vous allez éduquer les gens, tout est un problème d'éducation, d'information et de communication. C'est extrêmement important, parce que, vous
Vous savez, on est chacun un grain de sable, des milliards de grains de sable dans le monde, ben, ça fait une plage. Hein. Donc, moi je vais vous aider là-dessus, hein. Je suis prêt. Alors c'est vrai qu'avec les nouveaux moyens de communication, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Et puis réunir les gens de Madrid, de Roumanie, d'Ankara. Vous savez, le monde c'est une communauté. Hein. Bon, moi c'est un monde sans frontières. Hein. Et donc je veux dire, aujourd'hui, les problèmes climatiques, ils n'ont pas de frontières. Hein. Les choses ne s'arrêtent pas à la frontière de la France, de la Turquie, de la Grèce, de la Roumanie ou de l'Espagne. Et donc c'est un beau sujet. Voilà. Merci. C'est un peu long, mais voilà. Après, maintenant, je suis à votre disposition. Ouais, on a plein de questions. Commence par la première question. Pourriez-vous nous parler de l'organisation humanitaire Action contre la faim, dont vous étiez parmi ses fondateurs, s'il vous plaît? Alors, en 79, ça me rajeunit, on a créé une organisation. À l'époque, elle s'appelait AICF. Aujourd'hui, elle s'appelle ACF. Action internationale contre la faim. Ben, l'idée, si vous voulez, c'était de dire, regardez, on parle beaucoup, Médecins sans frontières, la santé c'est important, mais on oublie aussi qu'à la base de tout ça, il y a aussi les problèmes de faim. La faim dans le monde, et on sait, si vous voulez, que les problèmes nutritionnels, ils entraînent immédiatement des problèmes sanitaires. Donc on a créé cette organisation, alors, des gens très importants, des intellectuels. Là j'étais plutôt moi un opérationnel, j'arrivais du Vietnam, j'étais sensible à ça. Et donc cette petite organisation non gouvernementale, qui était vraiment toute petite, on était 10 au départ, c'est devenu aujourd'hui parmi les plus grosses ONG en France. Et donc elle intervient sur tous les pays. Alors vous avez, regardez aujourd'hui, on en parle très peu parce qu'on parle beaucoup de politique française, mais aujourd'hui au Yémen, dans la Corne de l'Afrique, en Somalie, au Sud-Soudan, il y a des problèmes nutritionnels majeurs. Avec des dénutritions, c'est à chialer, quoi. C'est vraiment des trucs absolument horribles. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est d'envoyer des gens, des professionnels de plus en plus, pour essayer de remédier à ça. Alors, vous avez à la fois des actions qui sont des actions d'urgence, parce que là, il y a des enfants qui vont mourir de faim, dénutris au dernier degré, et des actions à plus long terme de développement pour empêcher que ces situations se produisent. Ça veut dire les aider au niveau agricole, les aider à savoir comment on peut, avec même des aliments locaux, avec un certain nombre de choses, essayer de ne pas arriver à ces situations critiques. Mais ces situations critiques, il faut être honnête, elles sont souvent liées à des problèmes de guerre. Le Sud-Soudan, qui est un pays indépendant maintenant depuis quelques années, c'est une guerre permanente. Une guerre civile, et les populations sont prises en otage entre les différentes factions politiques. Et ça, il faut aussi être conscient de ça. Quand on est dans une ONG, bien sûr, il faut réparer les choses. On est dans l'urgence. Mais il faut aussi parfois faire ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent l'advocacy, du plaidoyer pour expliquer les causes. Parce que les raisons sont des raisons politiques. Il ne faut pas avoir peur de prononcer le nom. Et ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, c'est des problèmes politiques. Et il y a des problèmes nutritionnels majeurs aujourd'hui en Syrie. Et quand je dis nutritionnel, c'est au sens large, c'est la santé aussi. Donc on a créé cette organisation. Alors cette organisation, elle a des missions un petit peu partout. Elle est appelée quand il y a des épidémies qui entraînent des problèmes, quand il y a des crises de famine en Afrique, mais pas seulement en Afrique, il y a eu même des crises en Corée du Nord, où on a envoyé des missions. Et je vous dis, moi j'ai fait les premières missions pour Action contre la faim au Pakistan, en Afghanistan, en Ouganda, en Éthiopie, au Sud-Soudan, au Soudan, enfin bon, bref, voilà. Donc j'ai fait un certain nombre de missions. Ben, aujourd'hui, maintenant, c'est une grosse organisation qui marche bien et qui a besoin aussi de volontaires et qui a besoin aussi d'expliquer aux gens ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas être égoïste et se dire non, bon, on est bien, on bouffe, tout va bien dans notre pays, on a quelques petits problèmes, mais ils sont pas énormes quand on regarde nos problèmes, si on les compare par rapport à ce qui se passe. Alors on se plaint, on n'est jamais content, mais quand on compare à ce qui se passe dans certains pays, on est des grands privilégiés. Donc quand on est privilégié, il faut donner un peu ce qu'on a aux autres. C'était long. Deuxième question. Allez-y, Moussa. Rappelle quoi, quand j'étais comme lui, là j'avais les cheveux pareils. Ouais, regardez un site, vous allez voir les photos là. Vous avez vu, vous? Comme ça, mais en plus la barbe. Moi. Alors ça me rend jaloux, hein, j'ai envie de revenir. Hein. Bon, allez-y, Moussa. Comment établit-on une charte pour une ONG et quelles sont les étapes à suivre? Comment pourrions-nous écrire cette charte à plusieurs et dans plusieurs pays? Non, alors d'abord, si vous voulez, il y a des problèmes quand on crée ce qu'on appelle une organisation non gouvernementale. Il y a des statuts. Hein, il faut créer, vous avez la préfecture, vous avez des statuts types,
Simplement, il faut dire quel est l'objet de l'organisme. D'abord, lui trouver un nom. Et après, dire l'objet. Alors, si j'ai bien compris, votre objet, c'est de dire... Je pense qu'il faut utiliser le mot... là, je suis précis, hein, je ne dis pas en général. Hein. Ce qui me paraît important, en tout cas, ce que j'ai compris, là, c'est la sensibilisation et l'éducation. C'est la prise de conscience. Parce qu'avant de traiter un problème, il faut en avoir pris conscience. Il faut l'identifier. Et quand on l'a identifié, on voit quels sont les moyens à faire. Donc, il faut dire, voilà, mon association elle va s'appeler X. Ah, vous le trouvez, moi, vous me demanderez ce que vous direz. C'est important le titre, hein, le nom, parce que ça accroche. C'est très significatif. Et après, de dire, voilà, elle a pour objet de sensibiliser des jeunes Européens qui sont dans des lycées, à la fois à Paris, en Roumanie, en Espagne, à Ankara, sur les liens entre le changement climatique et les répercussions sur la santé. Et donc, on va y mettre un certain nombre de moyens par l'établissement d'outils informatiques, de e-learning, d'interviews, de spécialistes, tout ça, et d'avoir une... C'est pas réellement une charte, c'est plus un programme, si vous voulez. Et de dire, ben voilà, elle va faire par exemple une newsletter, je le dis en anglais, une sorte de... tous les mois, elle va envoyer sur l'actualité, donc aller chercher de la documentation. Il faut développer un petit peu, de dire, ben voilà, on va voir tout ce qui s'écrit, santé, climat, quelles sont les nouvelles choses qui sont faites, juste les informer. Et ce qui me paraît important, enfin, si j'ai bien compris, c'est de créer ce lien, hein, de créer une sorte de famille entre les lycéens de Paris, de Madrid, d'Ankara, de Toulouse, etc. Et voilà. Donc c'est pas exactement une charte, c'est mettre les objectifs et les moyens pour atteindre ces objectifs. Et un titre. Et après, c'est des statuts types quand on voit la préfecture. Hein. Merci. Et il faudra les traduire après pour expliquer aux gens. Alors, je ne sais pas d'un point de vue légal sur les différents pays quels sont les statuts des organisations non gouvernementales. Je ne connais rien. Après. Merci. Ouais. Comment des adolescents comme nous pourraient contribuer à l'émergence des actions humanitaires dans le tiers-monde? Quelles sont les activités que nous pourrions mettre en place afin de participer activement à aider des adolescents malades dans le tiers-monde? Bon, c'est d'abord être informé de la situation de ces pays-là. Vous devez être informé, ça c'est le premier point. Deuxièmement, vous avez chaque adolescent, puisque c'est le mot que vous allez utiliser, vous avez des amis. C'est déjà de convaincre tous les gens qui y a autour de vous, au niveau des adolescents. Mais les adolescents, vous avez des familles. Je veux dire, vous êtes le pivot, vous êtes sensibilisé. Comment vous allez rayonner d'abord autour. Déjà, en parler à vos parents, à vos oncles, à vos tantes, à vos copains à l'école, à vos profs, peut-être, je ne sais pas. Déjà, votre cercle relationnel, familial, déjà en parler. Ensuite, je vous ai dit qu'il fallait être informé de la situation. Après, moi, je pense que ce qui me paraît important, c'est le jumelage. C'est-à-dire le jumelage de classes. Alors là, on a parlé sur les programmes en Europe, mais il y a un moment où il va falloir que vous choisissiez. Vous ne pourrez pas aller dans le monde entier. Il faut des pays pilotes. Vous allez dire, ben voilà, nous on veut Haïti, ou on veut le Burkina Faso, ou le Niger, enfin peu importe. Et de dire à un moment, ben voilà, on va faire une mission, on va aller dans ce pays-là, on va prendre un village, ou une école, ouais, la capitale, ou n'importe où, on va les voir physiquement. Parce qu'ils existent, ces gens. C'est pas une abstraction. Hein, ils existent, ces gens. Donc les voir et leur dire, ben voilà, nous on est des petits privilégiés, on est là, mais on a envie de voir, vous allez créer une relation. Et c'est quoi vos besoins? Vous allez le sentir en étant dans le pays. Ça me paraît extrêmement... Mais ça, c'est un processus un tout petit peu long, mais il faut le faire. Donc vous avez une action locale, près de vous, de convaincre, de sensibiliser, parce que plus vous serez nombreux, mieux c'est. Et après, c'est de voir comment vous allez découvrir la réalité de ces pays. Vous n'allez pas la découvrir par téléphone ou par Internet. Il y a un moment où il faut toucher. Il faut voir. Donc le projet Erasmus+, je suis désolée de vous interrompre, a été établi comme ça. Les élèves proposent un titre, un logo, d'ailleurs on va vous montrer quelques logos, des slogans et tout ça. On va voter, et après on va établir les objectifs, les moyens, on va à la préfecture. Alors les élèves qui gagnent
entre les 4 pays, vont aller sur place. Mais un pays. on n'a pas encore choisi le Non, non, pays. mais après, Et le voyage est financé par l'Europe. Donc c'était ça voilà, le... là, je réponds un peu. Je ne savais pas. Troisième, quatrième question, c'est qui, Moussa? Vous? À vous. Allez-y. Pourrait-on envisager C'est quoi votre prénom? Je n'ai pas entendu. Myriam? D'accord. Pourrait-on envisager une campagne de sensibilisation de l'opinion publique afin de mobiliser toutes les bonnes volontés pour aider les enfants et adolescents malades? Quel rôle aura cette campagne? Mis à part les réseaux internet qui sont nombreux, comment pourrait-elle agir? Déjà, les réseaux internet, c'est important. Moi, je répète que la sensibilisation, ce dont vous parlez, Myriam, ça se fait en cercle concentrique. C'est-à-dire, on part de votre environnement direct et on tourne. Et vous allez voir que à chaque fois que vous allez contacter des gens, vous allez avoir des gens qui vont être convaincus, qui vont vous rejoindre, et qui eux-mêmes vont le faire par cercle concentrique. Et c'est comme ça que vous allez toucher plein de personnes. Les campagnes massives et tout, ça ne marche pas. Il faut le faire, je vous dis, par cercle concentrique, et plus vous avez de gens, et eux-mêmes vont faire, et puis à chaque fois ça monte. C'est une sorte de progression géométrique qui me paraît importante. Mais là-dessus, il faut avoir des bons arguments. Il ne faut pas culpabiliser les gens. Ça ne sert à rien de leur dire « Ouais, regardez, vous vous bouffez, ouais, regardez, vous balancez vos trucs. » Mais non, les gens, non. Parce que c'est pas parce qu'ils vont, ils vont moins bouffer que ça va aider les pays du Sud. Hein. C'est trop facile, parce que ça culpabilise. Ah, puis on ne veut pas écouter, on ne veut pas savoir. Non, non. Il faut leur dire « vous avez votre vie. » Sachez que ça aussi, ça existe. Et que vous, à votre niveau, vous pouvez aider. On n'aide pas uniquement en filant de l'argent ou en voyant des colis, on aide aussi en parlant, en sensibilisant des gens. Déjà, que les gens sachent. Que les gens sachent que ça existe, que c'est comme ça, et qu'il y a un décalage entre le nord et le sud, qui est un décalage évident, mais vous le verrez quand vous irez sur place. On est dans deux mondes, hein, je vous assure, on est dans deux mondes différents. Quand vous voyez ce qui se passe, moi je suis catastrophé, quand je vois ces bateaux de migrants africains qui se noient en Italie, qui essayent de quitter, c'est horrible. Ils ne viennent pas par plaisir, hein. Ils ne peuvent plus, quoi. En Érythrée, ils sont à la fois les droits de l'homme, il n'y a pas à bouffer, il n'y a pas de système de santé. Leur seul truc, c'est de partir. Alors, il est passé par les trucs espagnols, après il a réussi à se trouver un bateau qui l'a amené en Grèce, il a été à pied en Macédoine, en Hongrie, il a été refoulé, enfin bref, il est arrivé quand même en France. Enfin, c'est terrible, quoi. Et donc, ça, il faut que les gens comprennent que, bon, alors d'accord, on ne pourra peut-être pas accueillir tout le monde, mais il faut savoir pourquoi ils quittent, il faut les aider. Il faut les aider chez eux, puis quand ils sont là, il faut les aider ici, on n'a pas le droit. On ne peut pas les traiter comme des chiens. Et ça, c'est... Non, non, on vient... Et souvent, moi je dis, vous savez, le phénomène des migrants, il y a une pathologie spécifique aux migrants, mais moi je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais les migrants, c'est aussi le changement climatique. Hein. Quand vous avez soit des inondations massives, soit des périodes de sécheresse, qu'il n'y a plus rien à bouffer, l'agriculture va mal, dans des problèmes politiques, et non, on quitte. C'est l'instinct de survie. Hein. Ils essayent de sauver ce qu'ils peuvent sauver, de se sauver eux-mêmes, de sauver leur famille, avec des risques incroyables. Puis là-dessus, il y a les pourritures de passeurs, de mecs qui profitent de cette situation. Ils les envoient, ils leur filent des vieux bateaux percés au bout de 2 kilomètres, ils coulent. Enfin, c'est horrible, c'est vraiment horrible. C'est horrible. En bref. Je ne sais pas si j'ai répondu, Myriam, je fais des digressions. C'est à qui les autres questions? Je crois aussi encore. Allez-y, Myriam. Comment pourrons-nous convaincre des gens comme vous afin d'adhérer à notre cause et de nous aider grâce à leur notoriété afin d'aider les enfants malades? Ben, Robert Sebag tout seul, il ne suffit pas. Hein. Maintenant, il faut que vous trouviez, il faut que vous ayez des sortes d'ambassadeurs. Profitez de ce que vous aviez fait à la mairie de Paris, de toutes ces personnes. C'est pas juste one shot, c'est pas faire un truc en public et puis après se barrer. Il faut donner une continuité, mais c'est vrai que déjà, je répète, hein, par cercle concentrique, si vous-même vous avez des informations justes, vous arrivez à convaincre un petit peu les gens, vous allez gagner, hein, mais c'est long, hein. C'est pas toujours facile, hein. Il y a beaucoup d'échecs, mais il ne faut pas être arrêté par l'échec. C'est par l'échec qu'on apprend. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile.
Mais il faut être aidé par des proviseurs, par des profs, par des grandes gueules, quoi, des gens qui sont prêts à parler, par exemple, parler comme ça. Mais, hein, non, j'ai raison ou pas? C'est vrai. Après, c'est vous? Dites-moi, la psychiatre, future psychiatre. Pensez-vous que le fait Que le Pensez-vous que le fait que nous soyons jeunes facilite la création des liens de solidarité avec des adolescents comme nous qui accepteront davantage de suivre des conseils apportés par leur père? Écoutez, moi je pense que plus on est jeune, plus on est honnête. C'est-à-dire que c'est en vieillissant qu'on commence à attraper. Il n'y a rien de plus honnête que les jeunes et l'adolescence. Ça veut dire qu'un message porté par des jeunes, à mon avis, il est beaucoup plus fort que porté par certains adultes. Parfois on a des doutes. Donc moi, il ne faut pas être complexé là-dessus. Il ne faut pas être complexé là-dessus. Et en plus, comme souvent malheureusement dans les pays du Sud, c'est les jeunes qui souffrent le plus, il y a une vraie légitimité à ce que vous les défendiez, du même âge. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de jumelage et de connaissance au même niveau. C'est à moi. Allez, Moussa. Comment pourrait-on récolter, Comment récolter des médicaments et les envoyer à des enfants malades ou à destination de ceux qui sont dans le besoin? Quelles sont les méthodes à suivre? Et pourrait-on avoir recours à des associations comme par exemple Tulip? Il faut faire, Moussa, il faut faire très attention aux dons de médicaments. Parce que ça peut être la meilleure et la pire des choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'abord, ça doit être fait par des professionnels. On ne peut pas envoyer n'importe quoi si les gens n'ont pas des infirmiers qui connaissent comment utiliser ces médicaments. Deuxièmement, il faut être sûr de la qualité des médicaments. Il ne faut pas que ce soit des médicaments périmés, comme c'est arrivé souvent. Vous savez. Ou des faux médicaments, parce que ça existe aussi. En contrefaçon. C'est pour ça qu'il faut passer par des organismes dont c'est le métier, où il y a un pharmacien responsable, et Tulip pour l'étude, c'est pas parce que je suis plus en honneur, j'ai été longtemps président, mais on ne peut plus faire n'importe quoi là-dessus. Et puis en plus, savoir à qui on les envoie et comment ils vont les utiliser. Le problème, c'est pas qu'on envoie les médicaments, s'ils ne savent pas comment les utiliser, ça peut être la pire des choses. Si on utilise mal les antibiotiques à tort et à travers, on va créer des résistances aux antibiotiques qui vont être dramatiques. Donc ça me paraît extrêmement important de passer par des organismes officiels. Enfin, des organismes qui sont des professionnels officiels. Tulip en est un. Mais vous avez tous les organismes de médecins, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, ils savent comment utiliser ces produits. Voilà, parce que souvent, on est de la bonne volonté, on dit tiens, il me reste plein de médicaments, mais comment ils vont les utiliser s'il n'y a pas de médecin, s'il n'y a pas d'infirmière? Les gens, ils vont recevoir des pilules, ils vont les prendre 3 jours, alors qu'il faut en prendre 10 jours. C'est très dangereux. Parfois, il vaut mieux ne rien faire que le faire mal. Donc ça, toujours, sur le don de médicaments, il faut être extrêmement prudent. Ma chère pharmacienne, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ajoutez, hein? Non, mais je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on a des étudiants en médecine et en pharmacie qui veulent justement s'impliquer dans le Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait des relais avec des gens qui peuvent... Ouais, tout à fait. Myriam. Quels sont les critères qualitatifs permettant d'évaluer des actions humanitaires menées par des ONG? Votre question, elle est fondamentale. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que c'est... On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi, et je dis souvent, la bonne volonté seule ne suffit pas. La charité, c'est très bien d'être charitable, c'est très bien de dire je veux faire, mais on n'a pas le droit, moralement et éthiquement, de faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut être professionnel. Et quand je dis qu'il faut être professionnel, il y a deux choses. Il y a d'abord la technique. Il y a la technique, pas nutritionnelle, il y a la technique, comment on pèse un enfant, est-ce que c'est un crochet-corps ou un marase, quel est le type de dénutrition, etc. etc. Ça, c'est une chose. Et la chose qui me paraît aussi extrêmement importante, c'est la connaissance culturelle des populations auxquelles on s'adresse. Si vous ne connaissez pas les traditions de ces populations, les croyances de ces populations, la manière dont elles perçoivent l'aide qui arrive de l'étranger, vous allez vous planter. Moi, je raconte souvent, et je vais l'écrire prochainement, ma première expérience de médecin sur le terrain, donc jeune médecin, en Bolivie. Je suis arrivé, je dis, je suis médecin, je sais tous les mecs,
Je suis arrivé tout content et 2 jours après mon arrivée, je faisais une mission où on faisait des analyses aussi, des prélèvements sur les études de population indienne en Bolivie. Je suis dans un village et on m'amène une gamine, la mère m'amène une gamine, en déshydratation complète. Un bébé de 18 mois. Et vraiment, vivante, mais en déshydratation. C'est pas compliqué. Techniquement, on réhydrate, perfuse. Je savais faire, j'avais tout pour faire dans mon dispensaire. Mais la mère, elle ne voulait pas. Je disais qu'elle était allaitée, je regarde la mère, elle n'avait plus de lait. Et je dis à la mère, je la supplie. Alors les gens du village étaient autour, l'attroupement et tout. Je dis à la mère, je vous en supplie, elle va mourir, la gamine va mourir. Il faut vite, vite, donnez-la moi, venez avec moi, on va au dispensaire, on va perfuser, on va la sauver, il n'y a pas de problème. Mais elle était en déshydratation, et c'est très grave chez les nourrissons, sur un pays chaud et tout. Bon, on a fait court, je ratine, machin. J'arrive à convaincre la mère. La mère, elle monte dans la bagnole avec le bébé dans les bras, et au moment où elle monte, les gens du village disent, en parlant de nous, médecins, ce sont des chupas sangre. En espagnol, ça veut dire que ce sont des suceurs de sang. Comme on faisait des analyses de sang, il avait su, mais on n'avait pas expliqué pourquoi on faisait ça. Donc, le vécu de ces populations, c'est qu'on était venu prendre un peu de sang, et la symbole du sang, c'est fort dans la population. Et donc, c'était un échec. Donc, quand ils ont dit ça, la mère, elle est descendue. Elle ne m'a plus laissé là. Moi, j'étais furieux. J'étais fou, quoi. La gamine, elle est morte. Le soir, elle est morte. Et ben moi, j'ai dit, maintenant, là, ça m'a... C'est un échec énorme. Il y a plein d'échecs dans le conflit humanitaire. C'est pas, putain, les plus forts, les plus beaux. C'est plus compliqué que ça. Et là, j'ai dit, ben voilà. C'est de la faute de la mission. On n'a pas expliqué aux gens ce qu'on voulait faire. Ils nous ont perçus comme des mecs qui arrivaient pour faire de la science et prendre du sang aux gens. Alors que si on avait expliqué avant. Donc je veux dire, on ne peut pas débarquer comme ça en disant voilà, je suis le plus fort, vous allez faire ça, je vais faire des piqûres, vous allez prendre des médicaments. Non, on explique. Et pour expliquer, il faut avoir aussi des spécialistes locaux qui parlent la même langue. Parce que tout ça est culturel. Donc il faut. La technique seule ne suffit pas. C'est pour ça que ça me paraît extrêmement important d'avoir une compréhension des populations que l'on s'adresse. Et c'est jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes. Si vous allez, et j'en parle volontairement, vous allez dans des pays où la religion musulmane est une religion dominante, si vous amenez des trucs protéiques et que ils se doutent qu'il y a peut-être du porc, il faut dire comment, ils veulent... Bon, donc il faut expliquer aux gens. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est leur culture. Non, je sais qu'il y a quelques années en Malaisie, il y avait un problème avec les vaccins contre la méningite. Il y avait eu pour faire des vaccins, il y a des protéines FAPA, et il y avait eu des protéines issues du porc, qui étaient fort utiles. Et donc les gens disent ah, c'est un blasphème, etc., etc. Donc on a été voir les imams, les religieux, et leur expliquer que c'était effectivement des protéines. Oui, elles étaient issues parce que ces protéines elles sont spécifiques du porc, peu importe, et que si on ne vaccinait pas les enfants, ils allaient mourir de la méningite, un vaccin contre la méningite. Eh bien, il y a eu un truc des imams en disant la vie elle est plus importante et vous pouvez être vacciné par ça. Mais si vous n'expliquez pas aux gens, les gens ils vont refuser. Quand on voit, c'est aussi au Pakistan et dans le nord du Nigeria pour des raisons religieuses, sur le vaccin contre la polio, les gens ils ont refusé parce qu'on arrivait, on dit on va vous vacciner, ils se sont dit oui c'est pour stériliser les filles, ils ont refusé la vaccination, il y a eu des épidémies de polio parce qu'on n'a pas expliqué. Ils ont dit regardez les blancs ils arrivent, qu'est-ce qu'ils nous font, des piqûres, ils nous donnent des vaccins, ça sert à quoi, c'est pour nous empoisonner. Il faut expliquer, parce que si vous n'avez pas été vacciné, la polio c'est grave, vous devez faire ceci. Donc tout ça pour vous dire que ça ne suffit pas, le médicament, la technique, les vaccins. La connaissance du pays dans lequel on est et la connaissance culturelle des populations. Après, afin d'aboutir à un résultat efficient au sein d'une ONG, il est indispensable de créer une synergie entre les différents acteurs pour pouvoir, par exemple, récolter des produits de santé et les acheminer aux bonnes personnes vers les zones humanitaires en question. Par conséquent, comment peut-on associer les partenaires sociaux multi-acteurs, à savoir l'État ou les collectivités territoriales, avec les entreprises, avec des acteurs locaux, ou par exemple avec le transport aérien, pour cheminer justement. Ben ça, il faut, si vous voulez, il faut déjà recenser toutes les aides officielles qui sont faites
Alors déjà, si vous dites, voilà, nous, vous allez choisir un pays, c'est-à-dire on va choisir le pays X. Donc vous allez voir quelle est la politique de coopération de la France avec le pays X. Quelle est la politique de coopération de la Turquie avec ce pays X? Quelle est la politique de coopération de l'Espagne avec ce pays X? Et de différents partenaires. Et là-dessus, vous allez dire, ben, comment nous, on veut intervenir sur ce que vous faites déjà, sur cette aide. Donc, vous dire, nous on fait ça, ben, vous dites, voilà, nous on va vous rapporter des informations. Vous allez vous intégrer dans des programmes qui existent déjà pour être beaucoup plus à la fois compétitifs et concrets sur cette aide. Pour rebondir justement Rebondissez. sur cette idée de choisir un pays et de pouvoir les aider, on a remarqué qu'il semble qu'il y a une répartition des aides en fonction soit des zones de conflit ou de l'urgence des crises. Donc toujours en 2015 avec la publication du ministère des Affaires étrangères, la mission pour l'action humanitaire a engagé plus de 14 millions d'euros, dont 36% en réponse à la crise syrienne, 27% pour la crise irakienne, 8% pour la crise centrafricaine et 3% dans les territoires palestiniens. Donc les questions, c'est de savoir quelle stratégie on doit adopter pour choisir justement les zones à aider, s'il existait des critères de sélection de certaines zones prioritaires en matière d'accès aux soins pour les enfants, par exemple l'urgence de la situation, la gravité des conditions sanitaires, la possibilité d'accès aux soins, les personnels de santé formés ou non. C'est très difficile de classer les besoins. Et dans ce que vous citez dans les pays, effectivement, c'est lié à la pression médiatique, entre guillemets. C'est-à-dire que plus on parle d'une zone de conflit, plus on va faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que les besoins n'existent pas ailleurs, malheureusement. Et c'est vrai que les besoins sont énormes en Syrie. Je suis allé, moi, il y a quelques mois à Mossoul, à côté de Mossoul, voir les camps de réfugiés, de tous les gens qui fuyaient Daesh dans les villages. C'est vrai que les besoins sont énormes, mais là-dessus, je ne suis pas tellement inquiet parce qu'il y a des moyens. Parce qu'à la fois on en parle, parce que l'Occident est impliqué dans ce genre de conflit, donc qu'il y a des troupes étrangères, etc. Et je crois qu'il faut regarder des pays où on ne va pas, où les besoins sont énormes. Par exemple, on a beaucoup parlé d'Haïti à un moment, parce qu'il y a eu le tremblement de terre, parce que ce pays a souffert d'épidémies de choléra, de tremblement de terre. On a beaucoup parlé, on en parle beaucoup moins. Donc les besoins, ils sont toujours les mêmes. La République démocratique du Congo, il y a des zones où il y a des besoins absolument énormes, mais comme les médias n'en parlent pas, on aide beaucoup moins. Donc il faudra faire attention, au moins dans les premières missions que vous ferez, de ne pas vous précipiter là où il y a tout le monde. Si vous voulez sensibiliser, il faut que quelque part vous désenclaviez d'un point de vue information ces pays dont on parle peu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Yémen, bon, effectivement il y a un conflit, mais ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique, en Somalie, dans des zones frontalières de l'Éthiopie et du Kenya, c'est terrible, hein. Il y a une famine énorme, et Sud-Soudan, c'est énorme. On n'en parle quasiment pas, hein, pourtant c'est... Donc il ne faut pas tomber, il ne faut pas aller vous agglutiner là où il y a déjà beaucoup de monde et il y a beaucoup d'aide. C'est mon avis, ça c'est ma recommandation, hein, vous ferez. Parce que là vous ferez de la vraie sensibilisation et de l'information, à mon sens. J'ai pas le truc sacré, hein. Je vous dis les choses avec mon cœur et spontanément. C'est une réflexion intéressante et qu'on souhaiterait justement intégrer dans notre réflexion. Vraiment, hein. N'allez pas l'autre. Et enfin, dernière question, est-ce que l'idée d'un think tank auprès de nos partenaires européens qui serait axé sur les problématiques d'action humanitaire, ça pourrait nourrir une réflexion autour justement des solutions à apporter pour les soins pour les enfants malades? Oui, parce qu'à partir du moment où vous allez être financé par l'Europe, parce que vous avez dit, je crois que d'abord il y a un retour à leur donner, et il faut que les informations que vous allez rapporter de vos expériences, elles servent à pérenniser un petit peu cette aide et la structure. C'est-à-dire que bon, ils vous disent, allez, ok, on vous aide, on vous donne un peu d'argent, mais ramenez-leur de l'information, et l'information que vous allez la ramener, elle devrait, si vous voulez, impliquer de nouvelles aides, à vous ou à d'autres. Donc ça me paraît, vous l'appelez think tank, mais c'est effectivement cette réflexion qu'il faut mener avec eux. Parce qu'il faut donner un retour des choses. Et leur dire, écoutez, nous voilà, on a vu, c'est bien ce que vous faites, mais vous n'en faites pas assez, parce que je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, il y a ça, ça et ça, lesquels il faudra apporter des réponses. Donc ce feedback est important, ce retour.
Tout ça, d'autres questions? C'est bon? Myriam, c'est bon? C'est bon? Moi, j'ai une Bon. question. Non, deux. Est-ce que vous acceptez de faire partie de notre ONG? Eh oui. On va dire non. Parce que c'est important pour nous. Non. Et dernière. Faut pas que ça me prenne trop de choses, parce que je fais beaucoup de choses, Non, mais non, jusque non, là, je- vous avez vu que Oui, voilà. j'ai toujours répondu présent. Je vais pas vous dire non, c'est vrai, maintenant en vous plus, ça faites. fait maintenant Voilà. combien 4 ans que vous On ne êtes dit pas, en on ne ONG? dit pas. Non. Non, mais oui. Et on s'est demandé si, par exemple, Action contre la faim accepte de recevoir des stagiaires pour voir comment Alors, ça se passe. Je vais être très franc avec vous. Samedi, il y a l'Assemblée Générale d'Action contre la faim. Moi, j'y étais plus, parce que je faisais trop de choses. Donc, je vais me représenter au conseil d'administration d'Action contre la faim samedi. Je ne sais pas si je serai élu, hein, parce que maintenant, bon, je l'ai créé, mais ça y est, c'est devenu énorme, il y a eu plein de politique et tout. Donc, si je suis élu au conseil d'administration d'Action contre la faim, bien sûr, je verrai s'il y a des possibilités de stage. Je ne sais pas comment ça se passe, les stages dans les ONG, mais en tous les cas, je ferai la démarche. Merci Il infiniment. faut que je sois élu. Arrêtez de En dire tout cas, merci. déjà Ok. merci d'avoir Mais accepté c'est de bien, tourner leur volontaire. allez-y les mecs. Ça, je compte sur vous. Myriam. En fait, ils sont beaucoup plus nombreux. Bon, mais elle, là, je sais déjà. Ah oui, bah oui. Non, mais transmettez, essayez de faire quelque chose. Parce que C'est pas facile, mais avancez. merci infiniment. Ok, À la merci. prochaine fois.